Est-ce que vous êtes matérialiste? Non, je suis beaucoup plus dans le côté spirituel, mais je réalise que certains objets ont la capacité de me mettre dans l'état spirituel, de paix, de sérénité. Et c'est pour ça que certains objets me touchent beaucoup. Un hélicoptère, c'est pas très écolo, là, c'est paradoxal, non? C'est pas encore écolo, ça va le devenir. Pour le moment, ça l'est pas. On travaille, ça l'est pas encore, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut développer ces technologies. C'est pour ça qu'on a essayé de montrer avec Solar Impulse ce qu'on est capable de faire avec ces technologies qu'on a aujourd'hui à disposition. Et avec les batteries d'aujourd'hui, avec les matériaux qu'on a aujourd'hui, on peut construire un hélicoptère électrique, quelque chose qui décolle verticalement et qui vole aussi vite qu'un avion. Et vous verrez dans 5 ans... 5 ans? Dans 5 ans, exactement, ce qu'on pense être aujourd'hui de la science-fiction va devenir réalité. Donc c'est important de faire cette évolution-là. Vous pensiez, quand vous avez démarré Solar Impulse 1 puis 2, puisqu'il y a eu 2 avions, vous pensiez que ça prendrait autant de temps? Non, je pensais que ce serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus court, beaucoup plus facile et bien meilleur marché. Et en fait, on a simplement réalisé que si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait avant nous. Si vous voulez réaliser l'impossible, si vous voulez faire quelque chose que personne n'a encore fait, eh bien, vous devez vous remettre en question, vous devez trouver des nouvelles solutions. Personne ne peut vous aider. On s'est retrouvés souvent avec André à essayer de brainstormer sur des situations qui étaient impossibles. On était devant des murs fermés, sans porte, sans fenêtre. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on se remettait en question et on discutait et on allait chercher de l'aide. Notamment dans tous les auprès domaines. des professionnels de l'aéronautique. Non, il y a très peu de professionnels de l'aéronautique qui y ont cru. Ceux qui nous ont aidés, c'est des gens du monde de l'industrie, de la chimie, des cosmétiques, des champagnes. Comment vous l'expliquez, ça? C'est surprenant. Non, de l'extérieur, on ne comprend pas. Mais non, c'est normal. Ce n'est pas les gens qui ont vendu des bougies, qui ont inventé l'ampoule électrique. C'est d'autres gens. Vous savez, quand on est expert en quelque chose, on reproduit ce qu'on a appris. Et on ne regarde pas à gauche et à droite. Donc on a des œillères. On a des œillères. Nous, on n'avait aucune œillère dans ce monde-là parce qu'on n'était pas des fabricants d'avions. Donc on a pu créer quelque chose de complètement différent. Et maintenant que c'est fait, vous avez les grands constructeurs aéronautiques qui lancent des programmes d'aviation électrique. Mais au début, ils riaient. C'est intéressant de voir ça parce que d'un côté, vous avez un dilemme. Parce que vous pouvez choisir une équipe de jeunes ingénieurs donc qui n'ont pas cette expérience et peut-être cette prison autour d'eux ou ces murs autour d'eux. Par contre, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'ils vont faire beaucoup d'erreurs. Et on voit ça sur certains projets aux États-Unis. Ou bien vous prenez une équipe expérimentée, mais elle aura beaucoup de peine à évoluer. Hein, donc on fera des petits pas. Il faudra 20 ans pour arriver en fait, au but qu'on s'est fixé. Donc vous avez choisi la première manière. Il faut mélanger. Non, ce qu'on a choisi, c'est la diversité, c'est le mélange, c'est essayer de mettre tous ces gens ensemble. Quelle a été la plus grosse contrainte, la contrainte la plus périlleuse? L'aventure, c'est pas que en vol. Sinon, il y aurait eu 50 pages. Bien sûr, c'est sur Terre. Et on s'est dit, on a vécu 11 ans ensemble avant de pouvoir démarrer notre tour du monde, et on va aussi le raconter. Et l'aventure, elle est là. Comment André a réussi, avec ses ingénieurs, à construire un avion plus léger et plus grand que tout ce qui avait été fait jusque-là. On dit le poids d'une voiture. Hein. C'est le poids d'une voiture, elle a l'envergure de 747. Comment on a résolu nos peurs, nos angoisses, nos problèmes relationnels. Il y a des fois où on était en concurrence. Notre livre, au lieu de s'appeler Objectif Soleil, il aurait pu s'appeler 2 hommes pour un avion, parce qu'il n'y avait qu'un siège dans l'avion. C'était un monoplace, c'est sûr. C'est un monoplace, on est 2 pilotes passionnés d'aviation. Donc il a fallu aussi négocier entre nous qui volait quand. Alors justement, André, est-ce que vous avez ramé, vous, pour trouver votre place? Parce que la tête de gondole, pardon Bertrand, mais c'est vous. Ramer, je pense que c'est un mot qui n'est pas assez fort, peut-être, pour expliquer ce qui s'est passé. Mais disons que d'abord, j'étais au bénéfice de pouvoir réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je crois que j'en ai toujours été reconnaissant, mais je serai toujours reconnaissant, finalement, à Bertrand, à cette rencontre-là. Donc ça ne m'a jamais quitté. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a développé notre partenariat, et ça, c'est vraiment expliqué pas à pas, en fait, dans le bouquin, qui nous a amené à être peut-être de plus en plus égalitaires. Moi, je suis rentré comme quelqu'un qui aidait à faire quelque chose pour devenir finalement quelqu'un qui était associé. Il a dû l'accepter, j'ai dû faire cette place-là. Donc, c'est tout ce chemin finalement tout ce chemin qu'on décrit. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile, mais je pense qu'on a toujours trouvé la manière de nous expliquer. On a toujours trouvé la manière d'écouter l'autre. Et ça, c'est vraiment important dans ces moments-là.
Oui, c'est un livre de thérapie de couple, en fait. Exactement. Bertrand, vous ne saviez pas piloter. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut quand même le rappeler aux téléspectateurs. Vous ne saviez pas piloter. Est-ce que vous avez beaucoup subi de défiance? Alors, oui, parce que le monde que André avait construit pour Solar Impulse, c'était un monde d'ingénieurs et de pilotes professionnels. Donc moi, arrivant du ballon, j'étais évidemment complètement mis de côté. Vous ne prenez pas au sérieux. Et là, j'en ai beaucoup souffert. Alors, je me suis un peu réconforté en me disant que quand j'ai lancé le projet de Tour du monde en ballon, je n'étais pas non plus pilote de ballon. J'ai appris à ce moment-là à voler, et puis j'ai appris relativement rapidement. Avec Solar Impulse, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et il y a des fois où c'était vraiment humiliant de lancer un projet, de le financer, de le diriger, et en même temps de ne pas pouvoir voler dans l'avion dont je rêvais. Et quand j'ai vu décoller André pour le premier vol de nuit que je rêvais de faire et que je n'ai pas pu faire, c'était vraiment dur. Et je me suis dit, ben voilà, l'aventure, elle est là, elle est aussi humaine, il faut que j'apprenne ça, il faut que je me remette en question et que je sois meilleur. J'étais pas bon dans le pilotage avion au début, et j'ai dû l'apprendre. C'était visible, parce qu'imaginez-vous qu'une partie de l'équipe, moi je pense une grande partie de l'équipe, à un moment donné, s'est dit, Bertrand ne volera jamais. Ensuite, il y avait une autre partie de l'équipe, ou peut-être ceux qui restaient, c'est mal le connaître, qui s'est dit, ah ben, peut-être qu'il fera un vol, mais certainement pas plus. Donc il a fallu passer au-dessus de ça, petit à petit, pas à pas. Donc ça a été un défi extraordinaire. Mais de mon côté, pour moi, c'était vraiment important que Bertrand puisse voler, parce que c'était évident que ce projet ne pouvait aller à destination, qu'on pouvait réaliser ce tour du monde seulement si on le faisait ensemble. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire jusque-là. C'était pas que le vol, c'était tout, quoi. Oui. Donc on pouvait le faire seulement en partenariat. Donc, en tandem. Ouais. Mais la leçon qu'on a retenue de ça, c'est que quand on est deux en rivalité, il ne faut pas essayer d'être meilleur que l'autre. Il faut être meilleur que soi-même. Et moi, j'ai appris à piloter des avions. André a trouvé des compétences. On est son propre ennemi, c'est ça. Mais totalement. André s'est affirmé comme celui qui a dirigé l'équipe technique pour qu'on ait un avion. Moi, j'ai appris à piloter. On s'est complété. Ce qu'il ne faut pas, c'est essayer d'imiter l'autre. On ne peut pas imiter l'autre. Et on doit s'entraider pour cette stimulation à être meilleur. Les coulisses de ce tour du monde absolument historique par Alexandre Agar. Ouais! Beau vol, André, mon ami, mon frère solaire. Le 9 mars 2015, après plusieurs essais à bord d'un premier avion, Solar Impulse 2 décolle d'Abu Dhabi. Aux commandes du monoplace, André Borschberg et Bertrand Piccard vont se relayer pour boucler le premier tour du monde en avion solaire. Avec ses ailes photovoltaïques qui captent l'énergie solaire et alimentent 4 moteurs électriques, Solar Impulse est un bijou de technologie qui, grâce à ses batteries, peut voler jour et nuit sans une seule goutte de carburant. Plus vous volez, plus vous avez d'énergie qui arrive dans l'avion et plus vous pouvez voler longtemps. Émirats arabes, Inde, Japon, Chine, États-Unis, Égypte, ils ont traversé 4 continents et 2 océans en 17 étapes, soit 23 jours de vol et 43 000 km à une vitesse moyenne de 80 km/h. Malgré quelques frayeurs, des vents violents au-dessus de la Chine, un atterrissage forcé au Japon et une immobilisation de 8 mois à Hawaï pour cause de batterie endommagée, l'aventure Solar Impulse compte de grands moments, comme la traversée du Pacifique, soit 5 jours et 5 nuits de vol d'affilée pour André entre le Japon et Hawaï. C'est tellement inouï d'être dans cet avion, de voler quasiment de manière perpétuelle, que j'en ai les larmes aux yeux. Une aventure technologique, mais aussi une prouesse humaine, car les conditions de vol étaient extrêmes. Dans un cockpit de 4 mètres carrés, sans chauffage ni air pressurisé, les deux pilotes ont dû s'adapter en pratiquant l'auto-hypnose et des micro-siestes de 20 minutes. Si je me couche, en fait, perspective que ça peut donner, donc j'ai la possibilité de reprendre les commandes instantanément. Mais le 26 juillet 2016, à l'arrivée à Abu Dhabi, Bertrand Piccard et André Borschberg pouvaient se vanter d'avoir réalisé le rêve d'Icare sans s'être brûlé les ailes. Bertrand, comment vous parliez à l'avion? Je ne lui parlais pas, mais je le touchais. Ouais, peut-être que je lui parlais un petit peu. Avant les départs, je lui caressais le nez, je lui disais on va y aller, on va arriver de l'autre côté. C'était votre partenaire. La deuxième partie du Pacifique, l'Atlantique, je lui disais écoute, il faut vraiment qu'on arrive de l'autre côté. Et après, j'allais toujours lui dire merci. Et vous? Moi, je parlais à l'océan. En traversant le Pacifique, vraiment chaque jour ou chaque matin, comme ça, je lui disais écoute, si je dois venir me rapprocher de toi, j'espère que tu m'accueilleras bien.
Donc, finalement, une manière de prendre le scénario le plus difficile, qui est de sauter en parachute, peut-être de nuit, et se retrouver là seule au milieu de l'eau tumultueuse, c'était peut-être une manière de créer un lien, finalement, un lien émotionnel. Maintenant, vous pouvez peut-être nous le dire. Est-ce que vous avez pris des risques et vous avez mis votre vie en péril? Moi, je ne trouve pas. Nous étions très bien préparés. Souvent, vous êtes parti contre l'avis des ingénieurs. Oui, ça aurait été une catastrophe de les suivre et de revenir au Japon. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dangereux. Il fallait continuer sur Hawaï. Mais c'est vrai que c'était un moment de crise fantastique là, qui prend beaucoup de pages dans le livre. Pourquoi des ingénieurs? Mais c'était un psychodrame. Des ingénieurs qui ont construit cet avion, qui l'aimaient et qui voulaient le protéger, qui ne comprenaient pas que deux pilotes puissent prendre la décision de continuer alors qu'il y avait un petit problème technique à bord. Pour eux, c'était un énorme problème. Pour nous, c'était un détail. Et de continuer malgré tout. Mais si on avait suivi les ingénieurs ce jour-là, le projet se serait arrêté au Japon. Mais est-ce que vous pensez qu'ils tentaient de protéger l'avion ou ils tentaient de protéger vos vies? Ils tentaient de protéger ce qu'ils aimaient, c'est-à-dire nous, notre avion. Et ils savaient que s'il nous arrivait quelque chose, leur vie aurait toujours ce goût de culpabilité. Et nous, on a passé des mois, peut-être des années, à essayer de les déculpabiliser, de leur dire « Mais ce n'est pas vous qui prenez les risques, c'est nous qui dirigeons ce projet, ce n'est pas vous. » Et ils nous disaient « Oui, mais si vous arrive quelque chose, nos vies sont perdues. » Mais c'est intéressant parce que finalement, c'est comme une réflexion qu'on a commencé très tôt. Il fallait éviter ce qui s'est passé pour Icare. Donc, il fallait éviter de monter trop haut et de faire fondre ses ailes. Pour nous, il fallait éviter qu'on se mette dans une situation où il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Donc, un avion de ce type-là, c'est très facile. Et c'était finalement le rôle de ces équipes, c'était le rôle de ces ingénieurs. Donc, je pense que ça a très bien fonctionné parce qu'on n'a jamais eu finalement d'accident, on n'a jamais eu d'accident grave. Donc, ils ont su mettre les barrières où elles étaient. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous faites un projet de ce type-là, vous êtes peut-être obligé d'aller un petit peu au-delà. Est-ce qu'il y a un facteur chance? Et c'est là qu'on a eu cette confrontation. Non, il n'y a pas de facteur chance. Il faut faire le saut de la foi, the leap of faith. Comme Indiana Jones, quand il voit ce gros trou, il sait que d'après son parchemin ancien, il doit passer. Il met le pied, au moment où il met le pied, il y a un support qui vient sous le pied, puis il arrive à traverser. Nous, c'était ça, on devait faire ce saut dans l'inconnu. Et si on ne le faisait pas, on serait resté dans notre zone de confort, on serait resté dans nos petits vols avec Solar Impulse autour de nos aéroports, on n'aurait jamais traversé d'océan, on n'aurait jamais fait le tour du monde. Et c'est là qu'il faut bien voir la différence entre le monde de l'exploration et le monde de la technologie. Le monde de la technologie étudie, calcule, crée quelque chose qui existe. Une fois que ça existe, il faut l'utiliser. Et là, c'est le monde de l'exploration. Mais c'est de plus en plus difficile à faire ça, parce qu'on est de plus en plus encadré de procédures, de règles, de manières de faire, de manières d'être, de manières de fonctionner. Et donc le monde, petit à petit, nous empêche de faire ces choses-là. Et de réglementation. Alors, je peux vous promettre que dans l'avenir, s'il n'y a plus de grandes aventures, ce n'est pas par manque d'idées, ce sera par excès de bureaucratie. Est-ce que vous avez connu des grands moments de spleen, de découragement, où vous avez failli tout laisser tomber? Alors, jamais des moments qui nous ont donné envie de tout laisser tomber, parce qu'on s'est au contraire dit, c'est le moment où on doit s'accrocher pour réussir. Mais c'est ce qu'on raconte beaucoup dans notre livre. Même si vous étiez en désaccord parfois. Oui, mais c'est ce qu'on raconte, parce que ce qu'il faut, c'est que finalement, le lecteur se rende compte de ce qu'il y a derrière une aventure un peu pleine de panache et de gloire comme ça. Ce serait complètement faux de montrer que les beaux moments. Ce serait mensonger. Il faut montrer tout ce qu'il y a derrière également. Et peut-être que grâce à ça, les gens qui auront, eux, des buts dans leur vie, auront un peu plus de courage pour traverser les moments difficiles, parce qu'ils sauront qu'il y en a et que ce n'est que parce qu'on les traverse qu'on arrive à réussir. Alors, il y a d'autres, évidemment, qui expérimentent aussi des choses nouvelles, des exploits technologiques. Je voudrais qu'on évoque trois expérimentations assez extraordinaires. Je pense que vous en avez connaissance. C'est le wingsuit. Ça, vous connaissez, c'est le vol en combinaison, c'est spectaculaire, c'est des combinaisons ailées, un type de saut effectué à l'aide de cette combinaison de saut souple en forme d'aile. Il y a eu quand même quelques accidents, il y en a eu, je crois, 6 morts quand même en 2016. Ça vous fait rêver ou pas? Heureusement que ça n'existait pas quand j'avais 18 ans, parce que j'aurais fait ça, je me serais peut-être tué. Vous ne seriez plus là. Non, mais c'est le rêve humain, finalement, c'est de pouvoir voler soi-même. Et de le faire en quittant une falaise, en ne devant pas utiliser un avion
pour se propulser dans l'espace est extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est la liberté ultime. Mais puisque on le fait proche du sol, c'est vrai que le danger est à la hauteur je pense, de l'excitation que ça crée. C'est fantastique, mais c'est le degré de risque que je ne prends pas. D'accord, c'est casse-gueule, on va dire. Non, je pense que ça vaut la peine de le faire si on se sent capable de le faire, ou peut-être si on n'est pas père de famille comme je suis maintenant. Les taxis drones, alors ça, vous en avez connaissance aussi, ça se passe à Dubaï, c'est-à-dire un transport par drone dès cet été, semble-t-il. Donc on se déplace rapidement, intégralement électrique, il y a une autonomie de 50 km, c'est autopiloté par donc un contrôle à distance. Vous en pensez quoi? J'étais à Dubaï cette semaine et j'ai vu à quel point ils sont avancés dans toute cette mentalité du transport propre. Et j'étais à une séance de distribution des prix de toutes ces nouvelles façons de voyager de manière écologique. Et on devrait vraiment en prendre de la graine ici. Alors André, c'est là-dessus qu'il travaille en ce moment et j'espère que ça va se développer aussi en Europe. Mais c'est la science-fiction dont je parlais tout à l'heure qui devient réalité. Alors ici, c'est reprendre, je dirais, le drone qu'on connaît et mettre une personne à bord. Est-ce que ça sera la solution qu'on utilisera dans l'avenir? Je ne pense pas, mais c'est une étape qui est importante parce que ça montre que c'est possible. Mais ce qu'il faut, c'est changer la mentalité, c'est-à-dire c'est d'être capable d'utiliser l'avantage du moteur électrique pour créer un nouveau design, pour créer une nouvelle solution. Et c'est là que vous avez besoin de nouveaux ingénieurs. C'est là que vous avez besoin de personnes qui sont capables de penser en dehors de l'avion traditionnel. C'est le problème qu'on a eu avec la voiture. Avec les voitures, on a toujours utilisé une voiture existante, mis un moteur électrique à l'intérieur, des batteries. On était étonnés qu'on ne faisait que 20 à 30 km. Et les constructeurs d'automobiles ont toujours dit pas d'avenir, pas de futur, pas intéressant. Jusqu'à ce que Elon Musk arrive, conçoive sa voiture autour du software, autour du moteur électrique, autour du batterie et réalise finalement un nouveau produit qui est lui intéressant. C'est exactement ce qui va se passer ici. Quelles seront les applications alors de Solar Impulse maintenant, à partir de maintenant? Alors, il y a deux choses. Moi, je pense que dans moins de 10 ans, il y aura des avions électriques qui transporteront 50 personnes sur du court ou moyen courrier. Ça, c'est une évidence parce que les technologies le permettent. Et puis, l'autre chose maintenant... Donc, toujours des petits avions? Non, 50 places quand même. Oui. Ce qui permet d'atterrir près d'une ville de nuit en gênant personne. Et ça montre de plus en plus cette tendance que quand on est plus écologique et plus propre, on peut avoir des avantages commerciaux. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être propre et rentable. Et pour moi, maintenant, le gros travail, c'est de créer l'Alliance mondiale des solutions efficientes, de manière à amener 1000 solutions rentables pour protéger l'environnement d'ici moins de 2 ans. La mousse isolante aussi du cockpit va être utilisée, c'est ça, pour les réfrigérateurs? Elle est déjà utilisée pour des réfrigérateurs, elle est déjà utilisée pour des isolations de maisons, et on gagne 20% d'isolation avec les mousses que Covestro a développées pour Solar Impulse. Comment vous avez vécu l'élection de Donald Trump? Je pense que... Climato-sceptique, bien sûr. Alors, il faut arrêter de tout focaliser sur le climat. Aujourd'hui, il s'agit d'être logique, pas seulement écologique. Il s'agit de voir que si on utilise des technologies propres, si on utilise des énergies renouvelables, si on construit des infrastructures durables, on va stimuler la croissance, faire du profit et créer des emplois. C'est comme ça qu'on va le faire. Ce n'est pas en continuant à vendre des produits polluants comme on a aujourd'hui. On n'aura pas de croissance si on fait ça. Et ce que doit comprendre le président américain, c'est que dans son plan de redressement économique du pays, il doit inclure ces nouvelles technologies. Vous lui avez demandé audience? Oui. Vous l'avez obtenu? Vous n'avez pas de rendez-vous? Ce n'est pas le moment. Pour l'instant, il est en train de se dépêtrer dans tous ces problèmes de mise en place de son cabinet. Je pense que dans la deuxième partie de l'année, je pourrai aller le voir. Ce que je trouvais inquiétant dans cette élection, et ce n'est pas seulement dans cette élection, finalement, c'est dans le monde, c'est qu'on est en train de s'éloigner du concept de démocratie. On a construit des démocraties qui sont basées sur finalement la liberté, la responsabilité peut-être, mais des répartitions de rôles et de responsabilités entre le gouvernement, le législatif, l'exécutif et puis le judiciaire. Et on voit émerger des gouvernements dans différents pays qui essayent de reprendre finalement le contrôle sur ces différentes choses, et c'est ce dont Trump rêve. Donc lui, il rêve de mettre le judiciaire sous tutelle, on l'entend tous les jours. Donc on a une dérive finalement de notre système démocratique en ce moment, mais qui est voulue finalement par les peuples, c'est ça qui est intéressant. Donc on a vraiment une transformation qui est Alors, vous allez voir notre complémentarité là, parce que je suis tout à fait d'accord avec le début, j'ai l'impression que ce n'est pas les peuples qui le veulent, j'ai l'impression que c'est la faillite des gouvernements
qui ont essayé de gouverner depuis 20 ou 30 ans Donc, nos un pays. système. C'est notre système qui fait qu'on n'écoute plus la population, que les gouvernements font du management, c'est-à-dire gérer le court terme et réagir plutôt que de faire du leadership, c'est-à-dire de donner des visions et d'expliquer à la population pourquoi il faut essayer de les réaliser et comment on va le faire. Et s'il n'y a pas de leadership, que la population se sent complètement négligée, se sent mise de côté, eh ben, elle va réagir, elle va voter populiste, elle va voter pour ceux qui leur promettent des visions. Mais c'est quand même un choix. Mais c'est juste, la cause, je pense comme tu l'expliques, mais finalement, c'est quand même un choix populaire de vouloir un type de gouvernement différent des gouvernements démocratiques dont on a l'habitude. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, dans le livre, vous taclez le président Sarkozy. Hein. Vous dites, oui, alors il a applaudi, formidable. Il a dit évidemment que Solar Impulse, c'était la voie du futur. Et puis par la suite, il a déclaré à l'industrie nucléaire que le solaire ne marchera jamais puisqu'il n'y a pas de soleil la nuit. Exactement, tout ça à 2 semaines d'intervalle. Mais vous savez, c'est un peu ça le problème. Quand on fait des promesses à tout le monde, après, on ne peut plus rien faire, on est paralysé. Alors, on promet du solaire, on promet du nucléaire, on promet du pétrole, on promet du charbon. Donc il n'y a pas de cohérence. Et puis, il n'y a pas de cohérence. Donc, ce dont la population rêve maintenant, c'est d'avoir des gouvernants qui annoncent à l'avance ce qu'ils veulent faire et qui le font. Est-ce que vous êtes prêt à un autre exploit? Là, sur le plateau de Thé au Café. Je pense qu'il ne faut jamais refuser une opportunité de sauter dans l'inconnu. Mais qu'est-ce que ça va être? Un avion en papier. Ah, oui. Ça va nous rappeler les bons moments Oui. de la jeunesse. Nous hein, aussi, c'est hein. extraordinaire. Moi aussi. Je peux vous assurer que Je vais voir si j'arrive encore à faire. tenté. Bon, il y a tellement de... Hein? C'est des vieux souvenirs. Il y a tellement de formes différentes. Hein. Ouais, exactement. Oui, paraît-il, hein, oui. Même on peut aller jusqu'au Concorde, mais c'est pas un Concorde là que vous nous préparez. Non, on fait Non. quelque chose L'avion d'assez- classique. quelque chose d'assez rapide, C'est pas le Solar Impulse. qui non sera plus. motorisé par les forces thermiques. un avion rapide ou un avion lent? Vous allez le Tiens, moi, lancer tous les deux. toi, Hein, on va faire une petite course. Je l'ai fait de manière bizarre. Oui. Parce qu'il a celui-là. tout d'un Écoute, coup. il est très beau. hein, Ah ça. oui, non, parce que j'ai oublié une partie, c'est vrai. Bon, j'ai pas le temps de régler les ailerons. Bon. Et tous les deux, vous allez le lancer. On va voir celui qui est le plus performant. Attends, Jean-Noël Condré est quand même Faites ça ingénieur, bien, et moi je suis faites ça bien. psychiatre. Je suis un Donc, petit Oui. moi j'imaginerais l'avion qui vole bien. J'ai un petit peu de retard, mais c'est vrai que le mien, il est un petit peu plus compliqué que je pensais. T'as pris Ah quelque chose oui, de très- très sophistiqué là. Oui, ouais, mais j'essaie de le faire de manière assez... voilà, tac. On ne le connaît pas celui-là. Il n'est pas commercialisé. Hein. Si, Si. Oui. voilà. Et il faut déjà un petit peu l'équilibrer aussi. Oh là là. Là, on sent quand même l'ingénieur. Non, c'est les souvenirs qui reviennent en Oui. faisant, C'est ça. cet Attends, alors si tu avion-là. mets autant de temps, moi je vais rajouter encore un petit changement au mien. Ils sont perfectionnistes, les garçons. Ça doit faire un petit peu... Non, on de- se stimule toujours Est-ce qu'il a mutuellement. fait un stabilisateur vertical aussi? Écoute, j'ai pas fait parce que sur Solar Attends, un Impulse, petit on avait aérofrein. déjà dû l'agrandir. Est-ce Voilà, est-ce qu'on est prêt? que- Oui. Hop, voilà. On Levez-vous. verra si c'est un désastre ou pas. Alors, attention, Un, rose deux, ouvert. trois. Ah ben voilà, bravo, bravo André. Comme quoi, hein, Oui. il est, Ah, il c'est a l'ingénieur. peaufiné, c'est l'ingénieur. Mais ça a dû revenir, vous avez vu. Et hein, même en c'est- papier. C'est marrant, ça a Mm. pris un petit peu de temps pour se Pas souvenir mal. des bons gestes, etc. Pas mal. Mais je trouve que c'est assez Mais le révélateur. résultat, c'est que moi, assez j'ai encore le révélateur. mien, donc toi, Oui, t'as c'est plus ça. le tien. Voilà, celui-là, il s'est aplati hein, sur le sol.